bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, papa de 4 enfants, producteur de podcasts sportifs depuis 2014 et triathlète depuis plus de 20 ans. La semaine est bien avancée et en ce jeudi, c'est le moment de rattraper les 2 premiers épisodes de la série hebdomadaire et de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter ensemble des épisodes passés et à venir. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans le 3e épisode de la semaine du podcast Devenir triathlète. En parlant de devenir triathlète, il y en a un qui co-anime ce podcast avec moi et qui l'est devenu il y a bien longtemps. Je veux parler de Olivier De Scuter, le fondateur de la marque Oana. Salut Olivier. Salut Hermano, bon alors il n'y a pas si longtemps que ça quand même, mais oui. On va dire que tu as toujours été un peu triathlète, toujours un peu sur le vélo, à courir, nager peut-être pas, mais allez, du athlète. Toujours un petit peu sportif peut-être, de là à dire triathlète, je m'aventurerai pas jusque là, mais bref. Non, c'était pour faire la transition justement sur notre invité qui se définit lui-même comme un triathlète arrivé sur le tard dans le triple effort. En tout cas, certainement pas dans la philosophie, à savoir monsieur le professeur Vercher. Salut Raphaël. Bonjour à tous les deux. Bon, je taquine un peu, mais c'est vrai que tu nous as dit que tu avais découvert le triathlon il y a quoi, une dizaine d'années ? Oui, ça doit être ça, effectivement, à peu près 10 ans. Entre-temps, t'es fait plaisir sur toutes les distances du triathlon jusqu'à l'Ironman. Tu ne nous as toujours d'ailleurs pas dit sur quel Ironman tu avais été te faire plaisir. Plaisir, oui, ça c'est un grand mot. Ah non, tu avais été chercher de la joie. Excusez-moi, pour faire écho à ce qu'on avait dit hier, tout à fait. Non, bon, pour l'instant, j'ai couru qu'un seul Ironman. C'était en 2017 à Vichy. Et les conditions étaient assez spectaculaires au niveau de la météo parce qu'il faisait vraiment très chaud. Ça m'a déjà donné un premier coup au moral parce que ça voulait dire que la combinaison allait être interdite pour la natation, qui est pas mon point fort pour revenir là-dessus. Mais la chaleur a surtout été écrasante au niveau du marathon, hein, parce que c'est là où le soleil tape quand même vraiment beaucoup. Et il devait faire 35 degrés. Et c'était vraiment très difficile. Bah, ça t'a donné un avant-goût de Hawaï, mais sauf que 35 degrés à Hawaï, c'est à 6h du matin avant de se mettre à l'eau. C'est pour ça que ça, je n'ose même pas imaginer ce que ça peut être. Raphaël, tu as écrit donc l'année passée un ouvrage qui s'appelle Philosophie du triathlon, qui a été publié aux éditions Volcan, c'est ça ? Oui, aux éditions du Volcan, tout à fait. Et alors tu y fais un lien entre le triathlon, le rapport avec la nature et le capitalisme. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu là-dessus ? Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça ? On va essayer d'expliquer les choses simplement. Le triathlon, alors, ce qui le rend atypique par rapport à d'autres sports combinés, comme le décathlon en athlétisme ou comme le pentathlon qu'on trouve aux Jeux Olympiques, il me semble que c'est vraiment un rapport particulier avec la nature, puisque dans chacune des disciplines, ce à quoi on a affaire, c'est un élément naturel bien particulier, hein. Et l'eau, quand on est dans la natation, hein, il faut réussir à glisser, réussir à vaincre l'élément liquide. Après, avec le vélo, l'élément principal auquel on a affaire, c'est évidemment c'est l'air, puisque on est face à des contraintes en termes d'aérodynamisme qui sont vraiment importantes dans la plupart des triathlons. Et encore une fois, si on prend le modèle d'Hawaï comme un peu l'idée typique du triathlon, on est plutôt sur des parcours qui sont relativement roulants, où ce qu'il faut, finalement, c'est optimiser sa position. Et donc on finit. Et puis on est sur un sport porté aussi où on touche pas le sol, donc finalement, quand t'es sur un vélo, t'es un peu dans les airs. Oui, aussi, c'est vrai, tout à fait. On est entre la terre et le ciel sur ces 2 roues. Et on finit avec la course à pied où l'élément naturel qu'on doit vaincre, c'est la terre et la gravité de la terre. Et le tout sous, alors comme à Vichy par exemple, sous le soleil, hein, parce que le triathlon c'est quand même quelque chose d'assez estival, même si évidemment il y a des variantes du triathlon qui se font dans l'hiver, dans des conditions quasiment hivernales. Donc sous le feu du soleil et sous le feu aussi de son propre effort. Donc on est face à ces 4 éléments qui sont quelque chose qui s'enracine dans l'imaginaire le plus antique, hein. Le premier à avoir parlé de ces 4 éléments, c'est un philosophe présocratique, hein, qui avant Socrate, hein, qui s'appelait Empédocle. Et finalement, ces 4 éléments, ils structurent notre imaginaire et même le rapport à la poésie, hein. Il y a un philosophe du XXe siècle, Gaston Bachelard, qui l'a bien dit, hein, en montrant que la poésie, finalement, elle consistait à rêver sur ces 4 éléments. Et le sport, finalement, il rêve aussi sur ces éléments.
chaque sport finalement nous confronte un peu à un élément particulier. Mais il me semble que c'est là où le triathlon est intéressant, c'est que le triathlon il propose vraiment une expérience un peu totalisante de ces 4 dimensions de la nature qu'on retrouve pas nécessairement dans tous les sports où ce qui va manquer ça va être le rapport à l'eau ou le rapport à l'air. Avec le triathlon on est face à ces 4 éléments combinés et ce qui est demandé au triathlète finalement c'est de montrer qu'il est capable de surmonter ces obstacles naturels. Les surmonter tout en les épousant un petit peu, parce que c'est ça qu'on voit, c'est que le triathlète il pense le rapport aux éléments comme finalement un flux dans lequel il faudrait s'insérer. Ça on le voit dans la natation où l'idée c'est d'être dans une forme un peu ondulatoire pour mieux avancer. On le voit avec le vélo où il faut s'aplatir au maximum telle une goutte d'eau pour pouvoir avancer, avec la course à pied où il s'agit d'être le plus léger possible. Et c'est en ce sens-là que le triathlon tel qu'on le pratique nous aujourd'hui se distingue de choses qui ressemblaient au triathlon et qui existaient au début du XXe siècle et qui s'appelaient à l'époque comme l'épreuve des 3 sports ou l'épreuve des débrouillards ou l'épreuve des touche-à-tout. Ça existait aussi début XXe siècle et ça mêlait souvent du vélo, de la course à pied, du vélo, de la course à pied, de la natation. Parfois, à la place de la natation, ça pouvait être du bateau. Mais ce qu'on voit dans les comptes rendus de la presse de l'époque, c'est que les gens qui s'adonnaient à ces sports, ils n'étaient pas du tout dans cette idée de glisser dans l'élément naturel. Ils étaient plutôt dans l'idée de se battre. Au contraire, de manière assez frontale avec les éléments. Ça, on le voit bien avec la natation, où finalement, la natation telle qu'elle a été comprise à l'époque, ça consistait à vraiment chercher uniquement des appuis dans l'eau, plus qu'à s'insérer selon une logique de mécanique des fluides. Donc, il me semble que c'est ça le rapport à la nature qui est vraiment spécifique avec le triathlon. C'est passionnant. Il y a peut-être beaucoup de triathlètes qui ont déjà fait ce rapprochement. L'élément du feu, je l'avais pas associé au soleil. C'est vrai que ça peut gêner. Moi, je l'associais plutôt aux muscles qui brûlaient parce que finalement c'est l'effort, donc c'est un peu le feu intérieur. Et voilà, je m'étais toujours dit qu'il y avait un truc à faire effectivement, mais donc voilà, toi tu l'as explicité, et t'as mis les bons mots dessus. Donc ça, c'est le rapport entre triathlon et nature. Et alors, tu parles aussi de capitalisme. Tu es revenu dessus aussi dans un épisode précédent cette semaine. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors le rapport au capitalisme, il est peut-être moins visible immédiatement, mais s'il est moins visible, c'est parce que on baigne tellement dedans que peut-être que ça passe inaperçu. Au-delà du triathlon, le sport, il est lié avec l'émergence du capitalisme. Ça a été bien dit par tout un ensemble d'historiens qui ont essayé de comprendre pourquoi est-ce que finalement le sport moderne il naît en Angleterre au XIXe siècle dans le contexte de l'industrialisation et finalement d'un capitalisme qui est triomphant. Ce qui peut l'expliquer, c'est déjà des ressemblances, des similarités en termes de valeurs. Ce qui nous intéresse dans le sport de compétition, finalement, c'est la performance, c'est montrer qu'on est capable de s'améliorer, c'est de montrer que on est capable d'avoir une certaine forme de rendement. Et c'est aussi la question de la compétition. La question de la compétition vis-à-vis d'autrui, et ce qu'on peut trouver en fait dans le capitalisme, avec l'économie de marché, avec le fait qu'une entreprise veuille devenir beaucoup plus rentable. Donc ça, c'est un premier élément de réponse qui aurait tendance à montrer que la plupart des sports sont liés un peu à cette attitude capitaliste qu'il faut prendre comme telle, sans forcément faire un jugement de valeur vis-à-vis de ça. Après, il y a d'autres éléments de réponse qui sont plus spécifiques au triathlon. Ce qui est intéressant avec le triathlon, c'est que c'est un sport combiné, c'est un sport qui demande des aptitudes plurielles, et il naît à un moment de l'histoire, les années 70, 1970, où finalement il y a une mutation du capitalisme vers quelque chose où on va demander de plus en plus aux salariés, aux travailleurs d'être capables de polyvalence, d'être capables de montrer une certaine forme de plasticité. Où ce qui va intéresser l'économie, c'est non pas que les gens restent dans une case
une fois pour toute leur existence, mais au contraire de montrer qu'ils sont capables de s'adapter à des attitudes plurielles. Et donc dans le triathlon, on retrouve également cette dimension-là qui est en corrélation, où ce qui va intéresser les triathlètes, c'est de montrer qu'ils sont capables de passer d'un schéma à un autre vraiment très différent, avec les transitions et les enchaînements. Ce besoin de polyvalence, est-ce qu'on peut dire véritablement que c'est quelque chose qui est lié directement à l'idéologie du capitalisme ? J'ai du mal à faire le rapprochement. Il y a une histoire du capitalisme. Si on prend le capitalisme tel qu'il existe au 19e siècle, tel qu'il existe jusqu'au début du 20e siècle, on est sur un capitalisme qu'on pourrait dire d'exploitation, où ce qui compte, finalement, c'est d'exploiter de manière un peu statique un certain domaine sur lequel les entreprises vont se développer. Et tout au long du XXe siècle, il y a une mutation de ce capitalisme. C'est des choses qui ont pu être bien dites, par exemple, par Luc Boltanski dans son ouvrage qui s'appelle Le nouvel esprit du capitalisme. Il y a cette mutation vers un capitalisme qui est beaucoup plus dynamique, qui est vers quelque chose qui se restructure en permanence et est capable de s'adapter à des contextes grandement différents. Donc, il y a une homologie en fait, une homologie, c'est-à-dire une ressemblance entre ce qu'on demande aux travailleurs de nos jours et ce qu'on demande aux sportifs dans le triathlon. Et c'est ce qui pourrait expliquer pourquoi le triathlon il naît vraiment à cette époque, en 1970, quand il y a cette mutation justement du capitalisme qui commence à être tangible, telle que décrite par Boltanski. Après, il y a d'autres repères qui sont aussi intéressants à analyser, et il y a justement cette quête du dépassement, cette quête de l'idée que ce qu'on demande aux triathlètes, c'est d'exhiber son endurance au maximum. Ça rappelle le développement du running et de la course à pied tel qu'il a pu avoir lieu quelques décennies auparavant. Il y a un sociologue qui s'appelle Paul Lyonnais qui avait analysé le phénomène en ces termes, en montrant que finalement, ce qui intéressait les coureurs dans le marathon à l'époque, c'était l'idée de montrer qu'on peut aller le plus loin possible avec peu en termes d'énergie, en termes de carburant. C'était montrer qu'on peut gérer ses ressources au mieux. Et pour lui, ça racontait quelque chose de l'époque, qui est le fait que les économies entrent en récession, avec notamment la crise pétrolière dans les années 70. Et finalement, le triathlon, il poursuit un peu ce geste dans les économies actuelles, où on voit qu'on est aussi dans des périodes assez exigeantes, où ce qu'on demande aux gens, finalement, c'est d'endurer. Et le triathlète, finalement, ce serait celui qui est capable d'endurer de manière excellente. J'ai cette image en tête, cette caricature du capitalisme qui dit finalement toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus de billets, toujours plus d'argent, toujours plus de performance. Est-ce que tu fais aussi le parallèle à ce niveau-là entre le capitalisme et le triathlon, où effectivement on va toujours chercher à aller plus vite, aller plus fort, aller plus loin. D'ici l'année prochaine, on parle de ce fameux sub 7 pour les hommes, sub 8 pour les femmes, c'est-à-dire casser la barrière des 7 heures ou des 8 heures sur la distance Ironman, dans des conditions particulières, ok, mais ça reste que la distance est celle de l'Ironman. Est-ce que pour toi, c'est justement la preuve, la mise en exergue de ce toujours plus vite, toujours plus fort, à l'instar d'un capitalisme qui en veut toujours plus ? Oui, mais ça a été bien dit depuis assez longtemps par tout un tas d'auteurs, et on peut même élargir cette question du plus vite, plus haut, plus fort. Ça, c'est la devise olympique finalement, qu'on trouve avec Coubertin. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment constitutif du sport et qui le rapproche de la logique capitaliste. L'idée qu'il faille effectivement rechercher dans le capitalisme la plus-value pour la plus-value, rechercher les gains marginaux, le maximum de rentabilité, et donc finalement avec le corps dans le sport, c'est également ce qu'on lui demande, avec tous les excès que ça peut comporter. J'aimerais pas rester sur une note comme ça pour l'épisode d'aujourd'hui, donc il faut qu'on trouve une belle conclusion. Après, on n'est pas obligé d'être dans un jugement de valeur par rapport à ça. Effectivement, il y a tout un ensemble de penseurs plutôt marxistes, communistes, qui
voient cela comme étant justement un mal absolu et qui s'opposent au sport d'une manière vraiment frontale en disant que finalement le sport c'est le nouvel opium du peuple. Marx, le grand penseur du communiste, disait que c'était la religion, l'opium du peuple, que c'était ce qui permettait au capitalisme de fonctionner malgré ses contradictions. Là, les penseurs marxistes, ils ont tendance à lire dans le sport quelque chose qui aurait remplacé la religion pour faire tenir le système capitalisme qui nécessairement serait infâme. Mais on n'est pas obligé d'avoir une lecture aussi noire et aussi univoque de notre société. Peut y avoir des côtés tout à fait pertinent de la pratique sportive. Ce qui est important, c'est de savoir que c'est lié à ça et d'avoir un regard réflexif, un regard critique sur sa propre pratique, de savoir que il y a ces enjeux-là qui sont présents. Et une fois qu'on est informé, une fois qu'on en a conscience, finalement, on peut tout à fait choisir quand même de le pratiquer. Moi, tout ça m'empêche pas de continuer à faire du triathlon, par exemple. Ça permet, je pense qu'il faut éviter aussi de rentrer dans cette dualité de capitalisme versus marxiste et du coup sport versus non sport, où après on l'interprète comme on veut, mais je pense que c'est une manière de politiser aussi la question, et c'est peut-être quelque chose qu'il faut éviter justement. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, t'as peut-être eu des retours par rapport à ça. Non, mais je suis d'accord. Je pense que faut éviter d'être dans une lecture un peu paternaliste des choses, de dire que ce que font les gens, finalement, ils devraient pas le faire parce que ça engage des choses qui sont dans l'ordre politique, etc. Je pense que la tâche de l'intellectuel, la tâche de la philosophie, c'est de produire du sens, de produire des lectures des différents phénomènes sociaux ou de ce qui peut donner sens à l'existence des êtres humains, pour qu'ensuite, finalement, les gens puissent, en leur âme et conscience, décider du sens que eux-mêmes vont donner à leur pratique. Je pense qu'on trouvera tous une symbolique d'une manière ou d'une autre, effectivement, mais dans tous les cas, finalement, ton travail à toi, c'est de souligner justement des parallèles qui ont été faits et peut-être des parallèles entre que ce soit des tendances, des phénomènes, des idées, et finalement c'est ça ton métier en fait, en tant qu'auteur, en tant que professeur, en tant que philosophe. Oui, tout à fait. Je pense que pendant trop longtemps, les philosophes, les intellectuels se sont un peu placés dans la peau d'un juge ou dans la peau d'un procureur pour condamner ceux qui ne le sont pas, justement, philosophes ou intellectuels, faisaient. Mais je pense qu'il faut être beaucoup plus humble. Déjà, il faut être critique sur le discours qu'on propose soi-même, et ce qu'on propose, parfois, on n'est pas toujours dans la vérité. Donc, faut être déjà humble là-dessus. Et en même temps, il faut certainement laisser les gens faire le travail philosophique eux-mêmes de leur côté, alors en leur donnant quelques idées. Ce que je propose, moi, finalement, c'est, pour reprendre cette image de Foucault, c'est des outils. La philosophie, c'est une boîte à outils. Ce qu'on propose, c'est des idées, des concepts, et après, c'est aux gens de les utiliser pour produire ce qui peut leur être utile à eux. Et pour y trouver son sens. Exactement, oui. Dans ton livre, tu parles aussi du statut du triathlète dans la société. On peut peut-être revenir là-dessus demain ? Oui, avec plaisir. Génial. Super. À demain. Eh bien, à demain. À demain. Vous avez apprécié nos échanges ? Alors n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast, laisser un commentaire, passer faire un petit tour sur les différents réseaux sociaux, taguer notre invité dont on remet toutes les coordonnées dans les notes de cet épisode, et n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur notre groupe Facebook. C'est le meilleur moyen d'interagir avec nous et d'en savoir un petit peu plus sur les actualités multisports du moment. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!